Donc nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Je prends le temps de redonner l'ensemble du portefeuille ministériel parce que pour nous c'est un message d'avoir l'ensemble, je dirais, de ces domaines d'intervention pour nous qui nous semblent essentiels. Voilà, donc Madame la Ministre, merci pour votre présence, qui est un peu l'occasion de vous entendre sur la feuille de route que vous allez mener au sein de votre ministère. On sait que dans ce domaine, il y a beaucoup de sujets, des sujets à la fois d'actualité, des sujets brûlants, des sujets de fond, sur lesquels nous attendons beaucoup les uns les autres d'avoir une vision de ce que vous pensez porter comme message politique et comme action concrète pour les territoires. Je ne vais pas citer tous les sujets, mais j'aurais tendance à dire qu'on l'a même évoqué en introduction, un des sujets d'actualité pour nous extrêmement important concerne bien entendu l'aide sociale à l'enfance. Vous savez que c'est tout un sujet que nous avons porté, sur lequel nous avons mené des travaux au niveau de la commission, notamment concernant les mineurs non accompagnés. Nous avons aussi beaucoup de sujets de réflexion concernant la politique familiale. Et je pense que notre rapporteur de la branche famille, Olivier Henno, que j'excuse aujourd'hui, mais je crois que c'est Elisabeth Doineau qui aura un certain nombre de questions, notamment sur le sujet de politique familiale, en sachant que ce que nous avons surtout besoin de cette stabilité, puisque depuis quelques mois, nous avons souvent un changement de ministre et également de portefeuille, et que nous avons vraiment besoin aujourd'hui d'avoir une vraie vision pour pouvoir accompagner en tout cas les démarches. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin dans l'introduction. Très rapidement, Madame la Ministre, je vous donne la parole, je te donne la parole, et ensuite nous lancerons les questions-réponses, les débats, avec en premier lieu, je donnerai la parole à Elisabeth Doineau, notre rapporteure. Voilà. Madame la Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est un grand honneur pour moi de présenter ma feuille de route après cette nomination pour être en charge évidemment de l'enfance, de la jeunesse et des familles, et de la présenter en premier au Sénat, puisque c'est la première invitation de la Commission. Ma feuille de route, pour vous rassurer, Monsieur le Président, et je crois que c'est important pour l'ensemble des sénateurs, s'inscrit dans la continuité des actions qui ont été portées par le gouvernement, mais des travaux également de la Haute Chambre et de l'Assemblée nationale. La continuité des actions de mes prédécesseurs, c'est vrai déjà, et je vais commencer par la charge de l'enfance, dans la suite des travaux qui ont pu être menés, d'ailleurs par Adrien Taquet et puis Charlotte Cobel. La continuité de la mission aussi que j'ai eu l'honneur de porter en tant que secrétaire d'État à l'époque de la jeunesse, puisque c'est dans cette continuité-là aussi que je m'inscris, avec, je crois, la force, pour la première fois, d'avoir les familles également. Et finalement, de construire et de continuer à construire un projet global qui pense évidemment l'enfant au cœur, d'avant la naissance jusqu'à finalement sa jeunesse et le fait qu'il quitte parfois la maison, mais aussi les besoins de l'adolescence, des parents, de la solidarité familiale, de la place des grands-parents. C'est cette vision globale qui est aujourd'hui portée. Ma mission, en tout cas celle qui m'est confiée, revêt de fait un périmètre plutôt élargi dans la continuité des 1000 premiers jours, avec également le soutien à la parentalité, à la politique familiale et bien sûr à toutes les familles. Il s'agit d'une certaine manière d'un soutien, d'un périmètre qui accompagne la vie quotidienne des Français. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, une étude est sortie qui montrait que 80% des Français, en tout cas des personnes qui ont été interrogées, disent que la famille, c'est ce qu'ils ont de plus cher et de plus précieux. Ce chiffre je pense, ne fait que poser la priorité, l'importance de vos travaux, Monsieur le Président, et les travaux de votre commission. Lorsque une famille exprime un désir d'enfant, il y a bien sûr des joies, mais aussi des difficultés auxquelles on doit souvent répondre. Ces difficultés, eh bien, elles seront au cœur de ma mission. Bien sûr, je pense à l'accueil du jeune enfant quand il arrive, avec la stratégie des 1000 premiers jours qui est fondamentale. Je pense aussi, lorsqu'on devient parent, eh bien, à toutes les questions qui se posent avec le congé, les modes de garde, le financement des modes de garde, l'adaptation du temps de travail. Mais lorsque les enfants grandissent, il y a aussi ce qui appartient au collectif, et c'est pour ça que j'aurais apporté le pass colo, le service civique écologique pour les plus jeunes, ou encore la question de la responsabilité parentale. Ce portefeuille,
je le considère comme un parcours, un vrai parcours, un parcours de vie du plus jeune âge jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, en pensant bien sûr toutes les relations qui sont nouées avec l'ensemble des adultes, les parents en premier lieu, évidemment tout le cercle qui accompagne l'enfant dans sa sphère familiale élargie, mais également le monde de l'éducation nationale, le monde de l'éducation populaire, le monde de la petite enfance, et évidemment je ne peux pas ne pas citer les éducateurs ou les médiateurs qui accompagnent aussi nos enfants à des moments importants. Cette mission, c'est, en tout cas à mes yeux, sans aucun doute, une des plus belles qui m'a été donnée, parce qu'en plus ça arrive dans un moment dans ma vie personnelle qui est important pour moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir un jeune bébé il y a à peine quelques semaines. Mais derrière ce périmètre et derrière ce soutien se cachent parfois des réalités beaucoup plus difficiles. Et c'est aussi le cœur de ma mission. Je pense notamment à des enfants qui connaissent des parcours de vie bousculés. Je pense aux victimes de maltraitance, de violence. On lèvera, on continuera à lever les tabous, les victimes d'inceste, ou encore des moments où les parents ne sont pas ou ne sont plus en capacité d'apporter les réponses nécessaires et le soutien nécessaire aux enfants. Je pense évidemment aussi aux mineurs non accompagnés ou encore à la question des jeunes majeurs protégés. Ces enfants, pour eux, je souhaite assurer la pleine application de la loi Taquet, celle de février 2022, sur la protection de l'enfance, puisque vous en avez parlé, Monsieur le Président. Et pour cela, un des premiers rendez-vous, une des premières réunions de travail que j'ai faites, je l'ai faite bien sûr avec le président Sauvadet, puisque c'est en s'appuyant sur les présidents de département et sur l'ADF qu'on réussira à apporter un certain nombre de réponses. Et c'est dans ce sens qu'on relancera très vite, puisque ça a été travaillé avec le président Sauvadet, les groupes de travail permettant d'apporter un certain nombre de réponses, puisque les réalités territoriales sont diverses. Et malheureusement, les drames que nous avons vécus ces derniers jours continuent à montrer à quel point c'est essentiel. Je suppose également que nous reviendrons dans nos échanges sur des discussions, en tout cas j'espère que les discussions seront plus sereines sur l'accompagnement des victimes d'inceste, puisque je connais, et puis je ne suis ni aveugle ni sourde, les difficultés que vit la Civis en particulier en ce moment. Je pense également aux enfants qui rencontrent des difficultés de santé, c'est dans mon périmètre, bien sûr en travaillant avec Frédéric Valtou. Il nous appartiendra de faire suite aux travaux sur les assises de la santé de l'enfant et de placer en priorité l'enjeu de la santé mentale, qui est absolument essentiel, et je trouve qu'on n'arrive pas encore à appréhender dans sa globalité. Très prochainement, je recevrai également les conclusions des experts sur l'exposition aux écrans des jeunes enfants, qui va être également un enjeu important. Mais vous savez, puisque vous me demandiez quelle va être la méthode et peut-être la philosophie, moi je souhaite travailler, lever les tabous, bien sûr, mais sans jamais être moralisatrice, sans jamais apporter de jugement, mais être aux côtés, bien sûr, des parents qui le souhaitent et qui en ont besoin, dans des moments où il y a des nouvelles menaces qu'on voit apparaître. Je serai aussi aux côtés des familles qui connaissent, pour un certain nombre parfois, des difficultés dans la vie. Je pense évidemment parfois des accidents de vie, des couples qui se séparent ou encore la perte d'un emploi. Là, c'est évidemment la mise en œuvre du pacte des solidarités. Mais encore une fois, je veux assurer qu'il n'y a jamais de fatalité. C'est notre projet, c'est le projet français de toute une société, et c'est pour ça qu'il y aura un axe important et renforcé sur la politique de prévention, qui sera également prioritaire. Enfin, protéger les familles, c'est aussi apporter un certain nombre de réponses. Je pense également à la question de la fratrie, qui sera au cœur. Tout à l'heure, je parlais de la question et de la place des grands-parents, mais aussi dans des moments où c'est plus difficile. Et on a vu l'été dernier la question, par exemple, de la délinquance chez les très jeunes, comment on y répond. On a vu malheureusement dans les derniers jours des situations de violence, comment on y répond, comment on accompagne les professionnels. Et c'est pour ça que le périmètre qui est le mien me permet de m'appuyer en réalité sur la ministre de l'Éducation nationale, puisque c'est aussi à l'intérieur de l'école qu'il y a des choses, le temps extrascolaire et périscolaire aussi, sur le garde des Sceaux, en m'appuyant sur l'APJJ, sur les juges des enfants aussi, et enfin bien sûr sur la ministre Catherine Vautrin pour la partie plutôt grande solidarité et politique familiale.
Se tenir aux côtés des familles, c'est à mes yeux leur simplifier la vie, leur permettre de trouver un certain nombre de réponses très concrètes, mais de construire avec vous une société, c'est vrai, de plus en plus accueillante, de plus en plus accueillante dans l'espace public, mais aussi dans la vie professionnelle. On voit encore des écarts de salaire s'accroître après une maternité, par exemple. Cela passera bien sûr par le renforcement et l'amélioration du service public de la petite enfance, qui est un magnifique projet. Un travail de proximité sera fait bien sûr avec le bloc communal et le bloc intercommunal, mais également avec les organisations syndicales employeurs pour une meilleure prise en charge, en tout cas un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça passera aussi par les travaux sur le congé de naissance, qui est aujourd'hui souhaité par le président de la République et qui ambitionne dans le fond une meilleure répartition entre les deux parents qui le souhaitent. Aujourd'hui, je crois que ce congé de naissance a du sens en le mettant évidemment en parallèle des travaux sur les moyens de garde et donc sur le service public de la petite enfance. Il y a aussi une volonté, parce que je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux dessus, une situation démographique qui s'effondre, et donc la politique volontariste pour permettre à toutes celles qui le souhaitent de pouvoir avoir des enfants, être soutenues et lever les freins et les obstacles, puisque le désir en réalité de fonder une famille est plus important que la réalité. Et en même temps, sans jamais porter de morale sur les femmes qui ne le souhaitent pas. Et finalement, ne pas fermer les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui savoir que le premier frein qui est relevé, c'est la question de la garde. La réalité, c'est qu'on a une solidarité familiale qui ne s'exerce plus de la même manière parce qu'on a des grands-parents qui sont plus loin, parce que le travail nous amène à parfois nous éloigner d'un soutien familial, ou parfois il est simplement absent. Ce qui est certain, c'est que je souhaite porter un projet pour les familles, au pluriel, chacune d'entre elles, dans une réalité qui lui appartient. Il y aura, je pense, également dans ce nouveau périmètre quelque chose d'assez nouveau, puisqu'il intègre la dimension sociale, la dimension éducative bien sûr, et la dimension plus régalienne qui est nécessaire. Cette triple tutelle, pour certains, c'était perçu comme une sorte de triple contrôle. Mais en fait, pas du tout. Pour être tout à fait transparente, je l'ai souhaité parce que c'est, dans le fond, la possibilité de construire toutes ces passerelles, d'avoir un seul interlocuteur, d'apporter des réponses construites, mais aussi de mettre la famille et l'enfant au cœur d'un continuum de proximité et de protection. C'est comme ça que nous souhaitons, en tout cas que je souhaite travailler avec les élus locaux, avec les professionnels et bien sûr avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Je mesure que cette mission, elle est extrêmement importante. Moi, elle me touche énormément. Et en même temps, je pars pas d'une feuille blanche. Je suis une élue locale. Je suis d'abord élue municipale et métropolitaine sur un territoire. Et évidemment, j'ai été parlementaire. Mais je suis aussi dans cette continuité des travaux qui ont été menés. Je souhaite travailler avec une vraie volonté d'écoute et de co-construction, simplement en apportant un certain nombre de réponses, de moyens, dans la continuité, puisque vous l'aviez dit, en permettant de travailler, parfois on dit sur le dernier kilomètre, moi j'ai envie de travailler dans les derniers mètres, pour qu'on lutte contre le non-recours au droit, qu'on permette à chacune des familles de trouver les moyens de trouver des réponses, parfois, mais surtout beaucoup de soutien. Voilà la philosophie, Monsieur le Président, pour être courte et permettre un certain nombre d'échanges, la philosophie qui sera la mienne, avec évidemment beaucoup de sujets qui vont arriver. Je parlais de la commission sur les écrans, je pense au plan de lutte contre l'obésité, je pense bien sûr également au plan de lutte contre l'infertilité, je pense à la question, tout à l'heure j'en ai parlé, de la santé mentale des enfants, la place du périscolaire et de l'extrascolaire, puisque la question de la garde va effectivement jusqu'aux 3 ans, mais en réalité, un jeune enfant entre 3 et 14 ans a encore besoin d'accompagnement et de soutien en dehors de l'école. Ma vision et ma méthode, elle est simple, elle est franche, mais surtout, elle est pragmatique. Et donc, c'est comme ça que j'ai envie de travailler, Monsieur le Président. Et surtout, je suis à la disposition de votre commission, des sénatrices et des sénateurs, pour apporter des réponses et un éclairage sur l'ensemble des sujets qui leur apparaîtront nécessaires d'éclairer. Merci, Madame la Ministre. Alors, je vais donner la parole à nos différents collègues et bien entendu, je vais commencer par Madame la rapporteure, Madame Doineau.
Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour avoir partagé avec l'ensemble de la Commission et votre feuille de route et votre ambition personnelle par rapport à tous ces sujets qui sont éminemment importants parce qu'on le sait, ce parcours de vie de l'enfance et même finalement de la conception voilà, à l'adolescence en passant par les familles, les personnes voilà, en situation handicapés aussi, parce qu'il y a aussi les enfants handicapés, puis il y a aussi les personnes âgées. Voilà, et donc la feuille de route, elle est quand même très importante. Donc on sait que vous avez beaucoup d'énergie. On vous souhaite voilà, de vous y atteler avec l'enthousiasme qu'on vous connaît. Je vais vous poser deux questions qui sont les questions de mon collègue qui est pris par ailleurs, Olivier Henno, et qui est en responsabilité, il est rapporteur de la branche famille. Donc une première question qui concerne finalement la continuité des actions que vous allez poursuivre. Vous les avez déjà en fait nommées, mais en réalité ce qu'on voudrait c'est un petit peu plus de détails. Et le premier point sur lequel Olivier Henno souhaiterait avoir des détails, c'est sur la création du service public de la petite enfance. En fait, il y a eu une mission IGAS-IGF en septembre dernier qui a été diligentée, qui devait étudier les possibilités d'évolution du modèle économique des micro-crèches. Et c'était en vue de favoriser la qualité de l'accueil dans ces établissements et surtout leur accessibilité géographique comme financière pour les familles. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous indiquer quelles sont les voies d'amélioration que le gouvernement entend désormais investiguer et est-ce que vous avez en fait un calendrier à nous livrer aujourd'hui pour l'annonce de cette réforme? Le deuxième point sur lequel il souhaitait avoir des précisions, c'était sur le congé parental d'éducation. Enfin, vous avez plus ou moins dit qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites. Nous, on les a entendues ici sur la réforme de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qu'on appelle Prépare et sa refonte dans un congé de naissance. Le rapport de notre commission a bien montré la perte de bénéficiaires de la prestation actuelle et la nécessité de changer à terme l'architecture de la prestation. En fait, on avait relevé qu'il y avait eu une chute de 57,9% en 10 ans, ce qui est quand même voilà, choquant. Quels sont donc les contours déjà retenus pour ce futur congé de naissance? Et pouvez-vous nous assurer que toutes les familles auraient tout de même une durée suffisante de présence auprès de l'enfant, y compris celles dans lesquelles un seul parent ferait usage de ce congé? J'ai une autre question. En réalité, on a beaucoup travaillé avec Adrien Taquet sur les 1000 jours. Et c'était vraiment un projet enthousiasmant qui a été d'ailleurs plébiscité, on peut le dire, par tous les acteurs de la petite enfance et toutes les associations, tous ceux qui s'investissent voilà, autour de cette question. Comment le président de la République a récemment parlé de réarmement démographique, ce qui a quand même soulevé un certain nombre de questions parmi nous tous. Et il a réaffirmé, comme d'ailleurs la ministre Catherine Vautrin, l'intérêt particulier de la politique des 1000 premiers jours de l'enfant. Mais nous regrettons en réalité que certains outils centraux de cette politique publique soient remis en cause, voire abandonnés. On a l'impression que c'est un petit peu mis de côté, comme l'a d'ailleurs alerté l'association Maman Blues. Voilà. Je parle évidemment de l'application Blues 1000 premiers jours, développée par une start-up de l'État lors du quinquennat précédent. Cette application apporte un service gratuit d'autodiagnostic, d'écoute puis d'orientation par une professionnelle et vers un parcours de soins pour les mères présentant des signes de dépression post-partum. Ce service a été utile pour des milliers de parents, mais sa fermeture a pourtant été décidée par votre administration, il me semble. Comptez-vous y remédier? Plus largement, qu'allez-vous faire pour soutenir davantage la politique des 1000 premiers jours de l'enfant, alors qu'une nouvelle feuille de route est annoncée depuis l'été dernier? En réalité, ces 1000 premiers jours, je pense qu'il faut capitaliser sur le fait que tout le monde a adhéré à ce projet, que le travail de M. Cyrulnik a été salué partout et que vraiment, on a besoin de continuité, on a besoin de stabilité. Et en fait, là, comme il y avait une réelle adhésion, il faut y aller, quoi. Et puis, je voudrais dire aussi, Madame la Ministre, que je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on a eu l'occasion de travailler, enfin, un petit démarrage sur la santé mentale des jeunes, notamment les problèmes d'addiction. Je sais que ma collègue Chantal Decenne est très investie sur ce sujet-là, mais je voudrais vraiment qu'on poursuive parce que
La réduction des risques, c'est aussi, voilà, ça passe par justement la diminution de l'addiction. Et si on peut travailler sur ce sujet, ce sera avec plaisir. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, je propose déjà de répondre à ces nombreuses questions et après on ouvrira le débat avec les autres sénateurs et sénatrices. Avec plaisir, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, effectivement, je vais commencer peut-être par la question qui vous tient particulièrement à cœur et puis évidemment je répondrai à toutes, mais sur la santé mentale des jeunes, elle est essentielle. Aujourd'hui, on voit un effondrement de la santé mentale des jeunes, toutes classes sociales confondues, avec une réalité évidemment très médicale. Et sur ce point-là, je travaillerai évidemment avec Frédéric Valletoux sur l'accès aux soins, sur mon chèque psy. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des questions de prévention, il y a des questions de soutien. On voit des nouvelles addictions faire jour. On voit les conséquences sur les questions bien sûr sociales, mais aussi de croissance des enfants. On voit les conséquences scolaires. Et c'est en ayant une globalité, en réalité, de regard qu'on réussira à apporter un certain nombre de réponses. C'est pour ça que je fonde énormément d'espoir sur ce qu'on mettra en œuvre après, évidemment, les dernières décisions sur les assises de la santé de l'enfant. Et c'est une priorité du Premier ministre. Et je vous assure qu'il l'a mis très haut. Et donc, on aura les moyens nécessaires pour continuer les travaux qu'on a commencés et évidemment porter la globalité avec un regard sur les très très jeunes, sur les adolescents, avec une question très particulière sur les adolescents. Et puis je sais, puisque j'ai eu l'occasion d'ailleurs de travailler avec vous sur le sujet, sur les jeunes, genre post-adolescence, entre les 14 évidemment 25 ans. Sur la santé mentale, vous me retrouverez là où on s'était arrêté, Madame la sénatrice. Sur les 1000 premiers jours, ça n'a pas été abandonné. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a eu une évolution dans l'organisation. Et c'est, je pense, là où il y a eu peut-être quelque chose qui n'a pas été très clair. Avant, les 1000 premiers jours étaient portés par... de manière très technique par une partie du secrétaire général du ministère. Mais parce que c'est un projet qui a vocation à être pérennisé, alors le portage des 1000 premiers jours, de manière administrative, puisqu'on parlait d'administration, est aujourd'hui au sein de la DGCS. Et c'est la garantie de passer d'un mode projet à une politique publique portée et pérennisée. Les 1000 premiers jours, c'est une stratégie qui, moi je crois, fonctionne, vous l'avez dit, elle a apporté un certain nombre de réponses. Il y a des choses qui ont été expérimentales, je pense au kit bien sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a levé des tabous. La question du postpartum, l'application aujourd'hui qui est sur les téléphones portables, elle apporte de l'information, et de l'information scientifiquement étayée. C'est un réel besoin aujourd'hui de continuer cette stratégie des 1000 premiers jours. Je le ferai, Madame la sénatrice, et je me tiens bien sûr à la disposition de l'ensemble des sénateurs et des sénatrices qui le souhaitent. Il y a évidemment le renforcement de la prévention périnatale, qui va être un des axes prioritaires, la systématisation des entretiens prénataux précoces, qui sont proposés par les PMI, ces travaux que nous mènerons. Aujourd'hui, 50% des femmes en bénéficient. L'objectif, c'est d'aller plus loin, d'aller chercher les 80% en 2026. Il y a l'encouragement également des visites à domicile pour le pré et le postnatal, qui est dans ma feuille de route. Je pense également à l'arrivée de l'enfant, qui est porté par les CAF et les CPAM, bien sûr. Et sur l'entretien postnatal qui a été proposé à proposition obligatoire depuis le juillet 2022, je suivrai sa montée en charge. On n'est pas encore au rendez-vous. Concernant toujours les 1000 premiers jours, il y a un besoin pour répondre aussi à des vulnérabilités plus spécifiques. Et là, c'est peut-être la suite des travaux à mener. Il y a une expérimentation qui est relative à la prématernité qui est en cours et je pense qu'elle est intéressante à suivre. Il y a également des travaux qui sont à continuer pour donner du temps aux parents. Je pense que c'est là où ça me permet d'amener le sujet sur lequel vous m'avez posé la question sur le congé de naissance. Mais pourquoi ça marche? Puisque quand on voit l'évolution du congé paternité, on a 7 pères sur 10 aujourd'hui qui le prennent. Le congé de naissance, son esprit, c'est de venir finalement corriger la situation de la prépare, qui aujourd'hui, avec cette allocation forfaitaire, ne permet pas à toutes les familles de pouvoir en bénéficier. On peut se dire les choses très simplement. Il y a une réalité de coût de la vie qui fait que tout le monde ne peut pas aujourd'hui profiter de ce temps qui est nécessaire, puisqu'on sait à quel point la construction affective de l'enfant est essentielle sur les premiers mois. Pour y arriver, il sera mieux rémunéré,
ça c'est certain. La question de la durée aujourd'hui est encore en concertation, puisqu'elle n'est pas encore posée. Il ne sera pas en remplacement ni du congé paternité, ni du congé évidemment maternité, qui sont deux choses différentes. C'est en plus. Et ma volonté, et c'est là où nous sommes encore en train de travailler avec un certain nombre de concertations, c'est qu'il y ait, en tout cas dans ma philosophie, un libre choix. Une possibilité de choisir un congé de naissance ou pour le coup la prépare si c'est le choix des parents. Je crois à cette philosophie peut-être un peu française, mais enfin moi j'y tiens, au libre choix de chaque famille de choisir comment on continue. Par contre, il faut permettre aux familles qui en ont besoin, qui en ont envie de pouvoir bénéficier de ce congé de naissance. La question du partage entre les parents n'est pas encore tout à fait stabilisée. Des travaux sont encore... voilà, c'est des concertations qui sont en cours. Mais le congé de naissance n'a de sens qu'avec la montée en charge du service public de la petite enfance. Puisque la question des moyens d'accueil est essentielle. C'est le premier frein aujourd'hui. Et donc, tant qu'on n'est pas en capacité de proposer une solution de qualité à prix raisonnable à toutes les familles, tant qu'on ne réduit pas l'écart entre la garde en individuel avec les centres maternels et le mode plus collectif de la crèche, alors il reste une inégalité d'accès, en tout cas qui ne tient pas. On sait qu'aujourd'hui, la petite enfance vit une réelle crise, une crise d'attractivité des métiers, bien sûr, mais pas que. Il y a des inégalités entre les territoires. Moi, tout à l'heure, je parlais de discours moralisateur. Il est hors de question de dire qu'il y a un mode meilleur que l'autre ou un mode qui correspond à telle priorité. C'est pour ça que j'ai envie de faire plutôt converger, d'où les travaux sur les compléments de mode de garde qui doivent normalement permettre d'atténuer cette charge. Mais pour ça, il y a la question de l'attractivité des métiers, bien sûr. Il y a la mobilisation du bloc communal et du bloc intercommunal qui est absolument nécessaire. On a une coge aujourd'hui qui est historique avec plus de 6 milliards supplémentaires pour permettre ce développement du service public de la petite enfance. Mais enfin, il ne se décrétera pas. Enfin, sincèrement, il faut des hommes et des femmes. Et ensuite, évidemment, il y a le soutien. On a des particularités sur les zones très urbaines avec le foncier. On a la question du soutien des MAM. Voilà, les travaux sont en cours. Et puis, on a une réalité démographique avec plus de 40% d'assistantes maternelles qui vont partir à la retraite d'ici 2030. C'est plus de 300 000 places qui sont estimés. Aujourd'hui, on en manque, alors en moyenne, plus de 200 000. Si on venait à ne pas apporter des réponses pour avoir une nouvelle génération qui reprend la relève, avec un certain nombre de travaux avec les PMI, bien sûr, mais aussi de rémunération et de conditions de travail, alors le service public de la petite enfance serait une sorte de vœu. Enfin, un vœu pieux, ça n'a jamais permis d'avoir des réponses concrètes. Voilà pour le service peut-être public de la petite enfance. Et vous m'avez demandé, Madame la sénatrice, les conclusions du rapport IGAS-IGF. Je n'ai pas encore reçu le rapport IGAS-IGF dans ses conclusions. Ça ne saurait tarder. Et évidemment, il sera rendu public, Madame la sénatrice. La question de la qualité est essentielle. Et évidemment, les conclusions que fera le rapport me permettra aussi d'en tirer les conséquences nécessaires. Mais au moment où je vous parle, j'en ai pas encore eu connaissance dans ces conclusions. Donc, je pourrais revenir évidemment vers vous sur ce point plus spécifique. Voilà, Madame la sénatrice, j'espère les réponses. Merci, Madame la ministre. Alors, j'ouvre le débat et je commence par Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Alors, vous l'avez évoqué, c'est une belle mission que vous avez là. Et dans votre introduction, vous disiez, bien sûr, il y a cette belle mission, mais derrière se cachent aussi des réalités plus difficiles. Alors, moi, je voulais vous interroger sur la situation préoccupante de la Commission indépendante de l'inceste et des violences faites aux enfants, la Ciivise. Alors, le travail de cette mission a été salué pour son sérieux, pour son travail très efficace et reconnu pour sa qualité. Or, depuis la publication de ces recommandations, un rapport très épais en novembre 2023, issu de 3 années d'un travail inédit qui a recueilli plus de 30 000 témoignages, l'avenir de la Ciivise n'a cessé d'être remis en cause. L'éviction du juge Édouard Durand, dont les professionnels de la protection de l'enfance et les associations demandaient pourtant le maintien, a entraîné la démission de 11 membres sur 20 que comptait la Ciivise, et parmi eux la psychiatre Muriel Salmona, dont l'expertise a considérablement fait progresser la compréhension des victimes.
À cet égard, l'audition du Sénat de l'actrice Judith Godrèche la semaine dernière a permis de rappeler l'incompréhension de cette éviction et des décisions gouvernementales qui ont suivi, évoquant d'autres pistes de travaux au mépris du travail accompli. Alors, depuis la démission de la nouvelle présidence le 5 février dernier, l'activité de la Civise est à nouveau en suspens. Or, dans ce domaine, le temps perdu se traduit concrètement par une perte de chance pour les quelques 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Alors voilà, Madame la Ministre, je voudrais, si vous pouvez nous dire à quelle échéance le gouvernement prévoit d'assurer la continuité de la Civise et comment il entend poursuivre la mise en œuvre de ces travaux. C'est tellement important de pouvoir se baser sur les 3 années de témoignages et sur un travail très sérieux et très complet. Merci à vous. Merci beaucoup. La parole à Jean-Marie Vandelherberg. Toujours du mal. Je vais lui donner des cours particuliers. Non, mais rassurez-vous. C'est pour détendre l'atmosphère, voilà. Allez, Jean-Marie. Bon, merci Philippe. Bon, moi je me réjouis, Madame la Ministre, que vous ayez, disons, signifié, répondu d'ailleurs au Président, que votre mandat, c'est de continuer la politique qui est déjà engagée, qui est complexe, qui est multiple, qui est variée, qui essaye de répondre à de multiples préoccupations, et je pense qu'on va en avoir effectivement la démonstration ici autour de cette table. Moi, je voudrais simplement me féliciter que les 1000 premiers jours restent une priorité. Je trouve qu'à Arras, on est précurseur dans ce domaine, et je vous invite évidemment à venir voir le fonctionnement déjà de la maison des 1000 premiers jours. Enfin, maison, c'est d'ailleurs c'est un complexe en fait. C'est une coordination qui est engagée et que Cyrulnik est venu lui-même inaugurer. Je pense que c'est essentiel et capital. Mais je pense qu'il faut aussi aller au-delà. Vous avez parlé de continuité, mais est-ce qu'il ne serait pas opportun, maintenant, de repenser la politique, non pas dans sa globalité peut-être, mais des prestations familiales. On est devant un labyrinthe, il faut bien avouer, avec des effets de seuil, qui créent des injustices, des incompréhensions, un non-recours parfois. Donc je crois qu'il serait opportun d'ouvrir un chantier. Je ne dis pas pour changer tout brutalement, mais à moyen terme. Je pense notamment, j'ai participé à des travaux dans ce domaine de think tank, etc., qu'il n'est pas peut-être inopportun d'envisager l'allocation dès le premier enfant, pour dégager dans une enveloppe qui, on le sait, de toute façon, est relativement importante mais contrainte, dégager les moyens pour accompagner, je dirais, les enfants, puisque de toute façon, on le sait, si on veut favoriser la démographie, il ne faut pas seulement penser à une prestation sèche, mais aussi à un accompagnement des parents, qu'on retrouve d'ailleurs dans la politique des 1000 premiers jours. Donc voilà ma question, Madame la Ministre. J'aimerais connaître vos intentions dans ce domaine. Merci beaucoup, Jean-Marie. La parole à Xavier Iacovelli. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, déjà, moi, je voudrais saluer votre nomination et me réjouir que depuis Laurence Rossignol, on n'avait pas eu une ministre en charge de la famille, de l'enfance, de la jeunesse. Et donc, ça fait du bien que cette politique soit enfin à un ministère et non plus un secrétariat d'État, même si on peut faire beaucoup aussi au secrétariat d'État, mais je trouve que c'est aussi une reconnaissance de ces politiques importantes pour notre pays. Alors moi j'avais plusieurs questions. Vous avez indiqué que vous souhaitiez mettre en place et assurer la pleine application de la loi Taquet. On voit bien que c'est pas simple, et c'est pas simple notamment sur la question de l'hébergement hôtelier. Le décret qui est sorti imposant en fait au département de renoncer à l'hébergement hôtelier pour les enfants placés à l'ASE. On voit bien que malgré tout la loi permet une labellisation et un contournement de la loi et une labellisation d'un certain nombre d'hôtels sociaux et pour continuer à accueillir en fait des enfants, des mineurs, soit dans des campings, soit dans des hôtels sociaux.
ce qui est du coup, à mon sens, en tout cas un contournement de ce que le Parlement a voté en 2022 et notamment sur cet article 3. Donc je voulais savoir, comment vous voyez les choses et quel est le contrôle de l'État pour s'assurer que l'encadrement hôtelier, que l'hébergement hôtelier soit bien proscrit dans notre pays. Une autre question sur le registre des données relatives aux enfants placés, qui doit être du coup une remontée de la part des départements et qui est malheureusement vide. Et c'est une non-application de la loi de 2012. Enfin, depuis 2012, en tout cas, les départements ont cette obligation de remonter les données. Et force est de constater que ces données ne sont pas remontées. Et donc, ça pose un vrai problème aujourd'hui pour les anciens enfants placés. Une autre question, permettez-moi d'en poser plusieurs, parce que on ne vous reçoit pas tout le temps. Donc, sur la question des assistants familiaux, on a un vieillissement de la population, on le sait très bien, on le dit depuis plusieurs années maintenant. Et une des propositions qu'on avait faites dans le cadre de la loi Taquet, mais qui n'avait pas été retenue, c'était de permettre à des couples, ou personnes seules d'ailleurs, qui ont un travail, de pouvoir malgré tout accueillir des enfants de l'ASE en dehors du cadre très contraint d'être assistant familial et d'être à 100%, sans moment de répit d'ailleurs, pour ces assistants familiaux. Donc en fait, ça permettrait d'élargir le panel et tout à chacun, nous, on pourrait accueillir aussi un enfant, peut-être avoir un certain nombre de règles, c'est-à-dire pas d'enfants porteurs de handicap qui demandent des soins, peut-être plus d'attention qu'un enfant sans handicap, peu importe, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour élargir le panel. Et vous avez parlé d'un truc très important sur la prévention, et notamment sur la question de l'obésité et du surpoids chez les mineurs. Il y avait une étude qui montrait que ça coûtait à peu près 14 milliards à l'assurance maladie, la question de l'obésité et le surpoids. On a essayé, au-delà des clivages partisans, ça coûte même beaucoup plus que 14 milliards si on prend l'inactivité due à l'obésité. Mais on avait essayé, sur plusieurs bancs, de faire passer un certain nombre de taxes comportementales, notamment sur la question du sucre, qui est aussi addictif que la cocaïne. Et malgré tout, l'industrie agroalimentaire a réussi son pari de ne pas avoir de taxes supplémentaires, et je pense que c'est un vrai sujet. Et donc je voulais savoir quelle était la feuille de route sur ces questions-là. Merci. Très bien. Qualifié. Et après je vous donne la parole. On a trois séries de... Merci, monsieur le Président. Ma question, Madame la Ministre, tout d'abord, félicitations à vous toute seule. Vous faites plus de la moitié des compétences des départements, donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir entre guillemets un guichet unique. Non, c'est très bien, ça nous va très bien. Et c'est pour ces départements que je voulais vous appeler. Vous avez dit que vous travaillez bien avec le président Sauvadet, mais je voulais revenir un peu sur la petite enfance, avec une augmentation du nombre, comme vous le savez, depuis le Covid. D'ailleurs, dans mon département, ça a augmenté de 50%, ce qui n'est pas négligeable, avec un certain nombre de handicaps associés, qui a un taux de handicap qui est très important, sans parler bien sûr des mineurs non accompagnés, avec toutes les difficultés qu'ont les départements à suivre, difficultés financières, mais pas seulement, puisqu'il faut du personnel, et vous l'avez dit d'ailleurs, on a des gros problèmes dans ce domaine. Je sais que l'État est conscient de ce sujet, mais la parole malheureuse de votre prédécesseur concernant la recentralisation de la politique de petite enfance a rappelé à beaucoup de départements, a rappelé à beaucoup de départements la DAS-État qu'on a connue et qui n'était pas très positive, en tout cas dans beaucoup. Quelles sont les actions que vous comptez mener dans ce domaine? J'avais une autre question qui concerne la jeunesse, mais là, je crois que c'est borderline, c'est peut-être pas votre compétence. J'ai cru comprendre, vous connaissez bien la précarité des étudiants, des jeunes en général, mais des étudiants en particulier, auxquels les collectivités essayent par tous les moyens de faire face. C'est pas évident.
Là, on a cru comprendre que pour les JO, le Crous a écrit aux étudiants pour leur demander de libérer leur appartement assez vite pour les Jeux Olympiques. C'est un peu gênant. Troisième question, toujours dans ce cadre-là, c'est pareil pour les bénévoles, et Dieu sait comment on essaye par tous les moyens d'entraîner les jeunes vers le bénévolat. On a cru comprendre que votre collègue, pardon, pas votre collègue, un directeur responsable au niveau des JO a dit aux bénévoles qu'ils doivent se débrouiller pour se déplacer, pour se loger et pendant les Jeux, etc. Alors, tous ces aspects-là passent un peu mal au niveau de la jeunesse, et je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci. Bien, je vous laisse répondre à cette question et se prépare Laurence Rossignol. Merci Monsieur le Président. Effectivement, les questions sont très complémentaires les unes des autres. Madame la sénatrice Müller-Bronn, sur la Civis. À mon arrivée, il y avait une crise qu'on ressentait, puisqu'il y avait la démission, effectivement, des deux coprésidents, une démission massive, alors même que, à mon arrivée, j'avais la chance de pouvoir m'appuyer sur un rapport d'excellente facture, d'une très grande qualité, où il y a plus de 82 propositions, plus de 30 000 témoignages, une libération de la parole comme on a rarement connu depuis la SIAZ. Enfin, franchement, sans faire de parallélisme, il y a un vrai tabou qui est en train d'être levé, une parole qui trouve de plus en plus sa place. J'ai reçu les membres de la Civis quelques jours après mon arrivée. Je les ai réunis. Le juge Durand sera reçu par la ministre Catherine Vautrin également, qui est ma ministre de tutelle. Notre objectif, soyons très clairs, c'est que ces travaux continuent, pour être très clair. En s'appuyant sur les recommandations, le calendrier de leur mise en œuvre, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore dans le détail pour une raison toute simple, c'est que pour l'instant je m'attelle à sortir de cette situation qui, dans le fond, nécessite une nouvelle gouvernance et que les travaux reprennent, parce que l'essentiel, c'est que les travaux reprennent, c'est que les travaux, évidemment, des experts, mais aussi ce mouvement qui était en train d'être vécu dans notre pays continue. Ces 30 000 témoignages, ce n'est que le début, en tout cas j'en ai la conviction. J'ai lu les propos également de mon prédécesseur qui avait installé la Civis, Adrien Taquet, qui disait qu'on est parti pour moins de 10 ans pour avoir cette libération de la parole et cette prise en compte de ces violences sexuelles à l'intérieur, en tout cas des familles en particulier. Ont été mis en évidence aussi des questions complémentaires, en tout cas des travaux. Les membres de la Civis m'ont alerté sur le fait qu'il fallait approfondir la question de l'enfant, de la prise de la parole dès le plus jeune âge, sur les doubles vulnérabilités en situation de handicap, par exemple. Madame la sénatrice, s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est que moi, je continuerai à travailler et que la Civis continuera. Et que ma priorité, c'est de remettre une gouvernance dans les prochains jours, je l'espère, pour permettre d'abord aux travaux, aux victimes de parler et surtout de nous appuyer sur le rapport qui a été remis avec ces 82 recommandations pour les mettre en œuvre. Et malheureusement d'essayer de sortir de ce moment qui est, je trouve, un moment difficile, puisqu'il y a des professionnels de part et d'autre, et je crois beaucoup de violence. Et l'essentiel, c'est, je crois, de bien garder au cœur de cette mission, c'est la lutte contre, bien sûr, ces violences, qu'elles ne se reproduisent pas, mais que cette parole continue à être libérée, et surtout qu'on mette en œuvre les recommandations qui ont été faites. Monsieur le sénateur Werner Herzberg. Monsieur le sénateur... Nous, on prendra des cours ensemble. Mon très cher Jean-Marie. Mon très cher Jean-Marie. En plus, il va m'en vouloir. Mon cher Jean-Marie. Non, mais... Non, mais en plus, il se trouve que monsieur le sénateur Jean-Marie me connaît avant même que j'ai le droit de voter. Donc, c'est encore plus délicat. Mais, monsieur le sénateur, vous connaissez les travaux de la famille politique que nous avons en commun. Bien sûr que je crois qu'il est nécessaire, à un moment ou à un autre, de poser la question dès le premier enfant sur les prestations familiales. Je le pense intimement. Je connais aussi la situation budgétaire que notre pays connaît aujourd'hui. Mais on sait que dans une famille, le premier enfant, c'est un moment important, que le troisième enfant est un moment aussi important, puisqu'il y a des besoins spécifiques. Et on ne peut pas faire fi
de cette réalité. Donc très sincèrement, il y a des moments où on a besoin d'un accompagnement plus vite. Ça va dans l'esprit du versement par exemple de l'allocation naissance avant la naissance. Enfin, c'est quand même très basique, enfin, ça change quand même les choses. Et ce que j'ai aujourd'hui dans ma feuille de route avec certitude, c'est d'aller réduire un certain nombre d'effets de seuil dont vous parlez, qui touchent en partie d'ailleurs la classe moyenne et qui fait qu'il y a un désir d'enfant et on ne va pas jusqu'à finalement le réaliser puisqu'on est confronté à des réalités économiques et financières aussi. Je veux donner juste un exemple, celui de la réforme de la CMG pour 2025. Complément mode de garde, une nouvelle formule pour lever les effets de seuil. C'est un des exemples, alors c'est un petit bout, c'est vrai, c'est pas la totalité de la réflexion, mais ça va dans le sens de ce que vous appelez de vos voeux. L'extension également pour les familles monoparentales jusqu'aux 12 ans de l'enfant, j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est une avancée, c'est une réalité aujourd'hui quand on voit presque la vulnérabilité spécifique des familles monoparentales. Je pense aussi à la possibilité des deux parents de bénéficier de la CMG en cas de garde alternée, puisqu'on a aussi aujourd'hui de plus en plus de familles qui sont divorcées. Vous voyez, la question de l'adaptation aux besoins des familles, aux besoins actuels, en tordant un peu, c'est vrai, le bras à quelque chose de très posé aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt envie d'avancer dans ce sens, avec la réalité qui est la nôtre. Et je pense que, voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, vous la connaissez, c'est la situation budgétaire de notre pays. Mais je serai à ce rendez-vous-là, avec d'abord une mise en œuvre, c'est vrai, des avancées sur les compléments mode de garde. Monsieur le sénateur, vous avez également saluer les travaux sur les 1000 premiers jours. Comme je l'ai dit à Madame la sénatrice Doineau, je serai au rendez-vous pour continuer ce magnifique projet qui d'ailleurs trouve des magnifiques réponses sur les territoires. Et je crois dès lundi prochain, nous serons à Arras, monsieur le sénateur. Alors pour malheureusement une autre raison, puisque c'est la cérémonie pour les enfants et les victimes du terrorisme, qui est beaucoup plus malheureux, et qui sera présidée par le Premier ministre. Mais j'aurai l'occasion de revenir voir votre magnifique commune, monsieur le sénateur, et les travaux qui sont les vôtres. Vous avez parlé de non-recours. Sur le non-recours, monsieur le sénateur, il y a les travaux sur la solidarité à la source qui va permettre à beaucoup de familles qui parfois soit ne savent pas, soit ne connaissent pas leurs droits pour pouvoir y accéder. Il y aura des premières étapes qui vont arriver, même si ce chantier est porté par la ministre Vautrin plus spécifiquement. Monsieur le sénateur Iacovelli, vous m'avez posé plusieurs questions. Là, c'est une entrée en matière. Bon, alors pour cette entrée en matière, monsieur le président, d'abord, c'est vrai, vous avez commencé par la question de l'application de la loi Taquet. Il faut la mise en œuvre de la loi Taquet dans sa totalité. Il y avait des décrets qui manquaient. Tous les décrets ne sont pas encore sortis, pour être tout à fait au clair. À mon arrivée, 2 semaines, je crois, après mon arrivée, on a sorti 3 décrets en particulier. Un décret qui était très attendu, alors plus populairement appelé le décret Hôtel, un décret sur le mentorat et un décret sur le parrainage. Sur le décret Hôtel, c'est l'esprit de la loi. Et je dis esprit, puisque effectivement l'interdiction stricte pour l'accueil dans des hôtels pour des enfants de moins de 16 ans est aujourd'hui totalement prescrit. Ensuite, il y a eu des dérogations, et je crois que c'est ça que vous faites référence, monsieur le sénateur. Ces dérogations, ça a été le fruit de plus quasiment de 2 ans de discussion avec les départements, parce qu'ils sont extrêmement limités. Aujourd'hui, la présence obligatoire d'un adulte formé est nécessaire, 24 heures sur 24. On ne pourra pas rester dans un hôtel plus de 2 mois, ça c'est... Eh bien, cette question aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est pas claire dans le décret, et c'est pour ça que j'ai pris publiquement l'engagement que les travaux seront amenés sur un décret de normes dans lequel on pourra clarifier. Puisque, pour être totalement transparente, a été posée la question du BAFA, par exemple, ou la question de la qualification. Aujourd'hui, c'est encore assez large, et l'idée, c'est de voir la mise en œuvre opérationnelle de ce décret, qui est une avancée et qui va dans l'esprit de la loi Taquet, et de tirer les conséquences nécessaires. Dans les dérogations, c'était exclusivement les cas très urgents, moins de 2 mois, exclusivement plus de 16 ans, avec une présence 24 heures sur 24, et surtout, pour aucun enfant qui, en plus, est en situation de handicap. Et je crois que ces avancées, elles sont importantes. Il y a un besoin réel, et franchement, le dialogue, il se fait avec
il se fait avec les départements. Je vois beaucoup de volonté. Maintenant, c'est en accompagnant. Je connais la difficulté aujourd'hui de recrutement de professionnels, mais on ne peut pas se satisfaire d'avoir des enfants qui ne sont pas accompagnés ou pas protégés. C'est de notre responsabilité. Et monsieur le sénateur, je serai extrêmement mobilisée avec, bien sûr, les présidents de département pour aller chercher ces contrôles nécessaires, ces besoins et trouver des réponses. C'est l'essentiel. Mais j'entends votre alerte et c'est pour ça qu'il y a également évidemment un autre décret qui pourra arriver pour affiner ces travaux. Vous avez, monsieur le sénateur, également posé la question sur les assistants familiaux. Je suis favorable à l'idée qu'il faut aujourd'hui permettre à plus de personnes qui le souhaitent, dans la formation nécessaire bien sûr et l'accompagnement nécessaire, de pouvoir accompagner ces enfants. Aujourd'hui, il y a cette stricte interdiction d'avoir un travail en plus. Moi, je ne vois pas de raison objective, mais bien sûr avec l'accompagnement nécessaire, et il est évident. Et pour ça, eh bien, je pense que les travaux et les réflexions qui ont été déjà les vôtres me permettront d'avancer, j'espère très vite, parce que la réalité, c'est que on a de plus en plus d'enfants à protéger, que ce soit en accompagnement dans leur famille ou en hébergement. Aujourd'hui, on manque cruellement de place et de famille. C'est réel. Et des décisions du coup de fait non exécutées, et je crois que c'est essentiel de trouver, puisque je vois une volonté des familles, je vois des témoignages de personnes qui le souhaitent, accompagnons cette volonté, encore une fois, en permettant les formations nécessaires. Sur le registre, monsieur le sénateur, puisque vous m'en avez également parlé, j'ai plus ma note sous les yeux, mais monsieur le sénateur, je crois qu'effectivement c'est un retard. Et ça sera un des sujets sur lequel je vais m'atteler. Mais il y a un réel retard sur la mise en œuvre de ce fichier, et en tout cas c'est un point qui est à travailler avec certitude. Monsieur le sénateur Khalifa. Sur la question des JO, malheureusement, monsieur le sénateur, votre intuition était bonne. Je crois que la ministre des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur auront des réponses plus justes. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, le fait de récupérer les logements Crous des étudiants, avec ce que ça provoque pour eux, bien sûr, a été, je crois, validé par le Conseil d'État. Mais au-delà de ça, une offre systématique, je crois, était dans une des priorités de la ministre de l'Enseignement supérieur, de proposer un relogement par le Crous aux jeunes, pour ne pas les laisser dans la difficulté, parce que la réalité, elle est là. Qu'il va y avoir une indemnité, je crois, pour chaque étudiant qui est concerné aussi, parce que ça provoque des dépenses, et on connaît pour une partie d'entre eux leur fragilité financière. Et pour permettre quand même que ce moment des JO soit un moment populaire et accessible à tous, là pour le coup, il y aura un certain nombre de places qui seront pour le monde associatif, pour les bénévoles et pour les jeunes. J'ai plus en tête le nombre exact de places qui seront attribuées, mais c'est essentiel. Vous avez également posé la question sur le début, sur la protection de l'enfance également. Monsieur le sénateur, moi je vois des présidents de départements qui vivent effectivement des situations de plus en plus difficiles parce qu'il y a un sujet d'attractivité des métiers, il manque de professionnels. Je vois des professionnels qui sont fatigués pour un certain nombre d'entre eux. Et donc moi, ma méthode, elle sera celle de l'accompagnement des départements pour réussir à faire respecter toute la loi, bien sûr, et l'esprit de la loi Taquet, mais d'être en soutien des professionnels qui proposent parfois d'autres moyens, des alternatives, mais aussi poser un regard spécifique sur des jeunes qui ont des doubles ou triples vulnérabilités et qui sont parfois dans des situations plus complexes. C'est bien tout ça qui guidera, moi, mes travaux. Moi, mon objectif, c'est surtout de permettre à ces enfants d'avoir l'accompagnement nécessaire et que les décisions, elles soient mises en œuvre. Et chaque territoire, aujourd'hui, on voit des départements qui ont, pour une partie d'entre eux, des casses négatives, puisque c'est une réalité. D'autres, qui ont expérimenté des choses qui peuvent fonctionner. Moi, je suis là pour les accompagner. C'est pour ça que, quand je dis que j'ai reçu le président Sauvadet dès le début, d'ailleurs, il a été très vite disponible, parce que ça ne sera pas construit, on ne construit pas tout seul, absolument pas, et encore moins dans ces situations-là. C'est pour ça que je reçois les associations aussi. Et on réussira, je crois, avec beaucoup d'apaisement, mais il y a une urgence, c'est réel. Aujourd'hui, l'enfance, en tout cas la protection de l'enfance, vit une crise, et je pense qu'il faut le nommer aussi. Merci beaucoup. La parole à Laurence Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur quelques-unes des questions qui vous ont été posées.
D'abord sur la suite de la préparée, ce que vous appelez maintenant le congé de naissance. La prépare. La prépare, voilà, oui, que vous appelez le congé de naissance. Bon, vous nous avez dit qu'elle ne se substituerait pas au congé de maternité, on le savait, qu'elle ne se substituerait pas au congé de paternité, on le savait aussi, et vous seriez guidé par le libre choix. On n'a jamais douté un instant que c'était effectivement la philosophie du gouvernement. Pour autant, votre prédécesseur avait fait des annonces plus précises sur l'objectif de la préparer, effectivement, enfin de la nouvelle prestation de naissance. Je voudrais savoir vers quoi on va exactement. Un certain nombre d'entre nous soutenons une évolution. Le Sénat a remis l'année dernière un rapport par nos collègues Michel Meunier et qui va aider Bernard Bonne, je crois. Michel Meunier et Bernard Bonne, avec des propositions. Mais on voudrait avoir des choses un peu plus précises que, pardonnez-moi, ce qui pour nous semblait un peu évident. On est à la Commission des affaires sociales du Sénat, donc on peut considérer qu'il y a des prérequis dans notre niveau de compétence et qui peut nous permettre d'aller plus à fond dans les détails. Donc, première question, où allez-vous en ce qui concerne cette prestation? Ma deuxième question, je vais revenir sur la Civise. 82 propositions. J'imagine que le gouvernement ne reprendra pas les 82 propositions et personne ne lui reprochera. C'est toujours comme ça. Lesquelles comptez-vous reprendre? Et puis, en fait, en ce qui concerne on peut dire le management de la Civise, c'est unanime. Tout le monde demande le retour du juge Durand. Tous les acteurs du secteur, c'est quasiment unanime. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'est plus là? Et ça me permet de poursuivre sur un certain nombre d'annonces qui avaient été faites par votre autre prédécesseur, c'est-à-dire par Charlotte Cobel, sur l'ASE, et en particulier, elle avait annoncé la fin du pécule. Est-ce que vous reprenez cette proposition? Qu'est-ce que vous en faites? Et en attendant d'ailleurs de la suite, de la fin de l'évolution ou pas du pécule, qu'est-ce que vous comptez faire pour que le pécule soit versé à tous les enfants qui ont droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Et je me permets juste de vous faire une remarque. C'est très bien de parler avec le président Sauvadet, c'est indispensable. Mais les départements, c'est pas un président qui parle au nom de tous, parce que c'est une disparité totale des politiques, des mises en œuvre des politiques, des pratiques, des philosophies. Et dans chaque département, il faut aller voir pourquoi le pécule est versé ou pas versé, parce que visiblement, il y a un défaut de service après-vente et de mise en œuvre. Donc, comment vous faites avec le pécule? Enfin, vous avez dû prendre connaissance de la demande de plan Marshall du Conseil national de la protection de l'enfance qui est sorti au mois d'octobre, je crois, et qui, sur la question de l'attractivité des métiers, j'entends ce que vous dites, vous allez accompagner les départements d'attractivité des métiers, mais la majeure partie des décisions qu'il y a à prendre ne relève pas des départements, puisqu'il s'agit de diplômes d'État. Il y a des questions de formation, il y a des questions qui ont été, des propositions qui ont été faites pour un pré-recrutement dans les métiers d'éducateurs, pour une refonte des formations. Tout ça relève absolument de l'État. Et je pense que sur la protection de l'enfance, on laisse déjà suffisamment les départements se débrouiller avec une politique qui est difficile, pour laquelle ils n'ont pas de moins en moins les moyens et de plus en plus de candidats. Donc il faut quand même aider et piloter la politique de protection de l'enfance, en particulier sur la question de l'attractivité de métier qui, à mon sens, est déterminante. Voilà, le turnover et la sous-qualification à défaut d'avoir des gens qui sont dans les jobs me paraît, à mon avis, une des priorités à conduire. Enfin, vous avez évoqué la question de l'infertilité. Et jusqu'à présent, je pensais que c'était une affaire quand même beaucoup de santé publique. Je suis curieuse de ce que vous nous disiez. Quel est le rôle de votre ministère dans la lutte contre l'infertilité? Merci beaucoup. Parole à Marion Canales. Merci, Madame la Ministre. Alors, c'est pas une question à votre endroit, mais on ne peut que nourrir un certain regret que ce ne soit pas un ministre de plein exercice assis à la table, un ministère assis à la table des ministres, puisque vous avez des enjeux avec la santé, l'éducation nationale, la justice, l'enseignement supérieur, ça a été dit, les collectivités territoriales. Soit, on l'avait demandé. Il y a eu un plan de lutte
des violences faites aux enfants annoncé par Elisabeth Borne, un plan pour 2023-2027 lors du 3e comité interministériel de l'enfance. Il y a plusieurs choses qui ont été annoncées à cette occasion. Je vais commencer par les enjeux de santé. Ma santé protégée devrait être généralisée. Est-ce qu'il y a déjà eu la prise de contact avec la conférence des directeurs généraux de CHU, puisqu'ils seront principalement portés par les CHU. Le CHU de Nantes est en expérimentation, mais ça a été annoncé il n'y a qu'un an pour le mettre en œuvre. Il s'agirait quand même de savoir si ça a été initié. Il y a également l'expérimentation Pégase pour les enfants de moins de 5 ans. Quels sont un peu vos objectifs par rapport à cette expérimentation sur la santé? Il y a, on le sait, hein, quand même des enfants qui sont dans le domaine de la protection de l'enfance en santé extrêmement dégradée, surmédicalisés. Le coût parfois annoncé par certaines revues scientifiques pourrait être de 38 milliards d'euros. Donc quand on parle du coût et des recettes que l'on cherche pour mieux répartir, c'est un sujet que je pose. Le lien avec les ARS qui semblent parfois assez peu concernés par la protection de l'enfance, qui considèrent que c'est du ressort, comme l'a dit Mme Rossignol, souvent c'est pas vraiment leur sujet, c'est le sujet des départements et de l'État. Mais aujourd'hui, force est de constater que la santé des enfants, c'est un sujet, qu'elle soit santé ou santé mentale, avec des suivis qui sont beaucoup moins importants. Qu'en est-il des assises de la pédiatrie de la santé de l'enfant? Vous l'avez dit, ça a été annoncé il y a longtemps. Et puis, dans l'article 35 de la loi dite Taquet, il y avait un rapport qui devait nous être fourni dans les 6 mois, ou en tout cas, depuis 2 ans, il n'est jamais sorti, sur les actes d'examen des infirmiers pris en charge par la Sécurité sociale, les infirmiers de PMI. On n'a pas ce rapport, alors il ne faut pas faire trop de rapports. Force est de constater que quand ils sont adoptés, votés, on aimerait les avoir. Et c'est vrai qu'il y a une certaine, ce qui m'emmène à un deuxième point, une certaine disparité. Il y a certains départements où la CPAM rembourse au département les actes infirmiers PMI, d'autres non. Donc c'était l'objectif de cet article 35, avec une gouvernance territoriale et des comités départementaux de la protection de l'enfance, donc 10 ou 11, je ne sais plus, territoires expérimentaux. Il y a eu certaines, je dirais, grandes messes avec votre prédécesseuse. Des grandes messes, mais voilà, est-ce que ça a été mis un peu en application? Quelle est l'implication aussi des préfets de région dans ces comités, puisqu'il va falloir que tous les acteurs se mettent autour de la table, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, ça a été dit par mes collègues. Et puis ensuite, sur les moyens, les parcours et la formation, l'exécution des décisions de justice, Xavier Iacovelli l'a énoncé, les mesures judiciaires d'investigation éducative. Souvent, les juges pour enfants prennent des décisions pour s'apercevoir que 6 mois après, elles ne sont pas mises et donc en milieu ouvert, et par conséquent procèdent souvent au placement, et on est dans l'engrenage avec des places moins importantes, des familles d'accueil qui sont vieillissantes et moins importantes. L'accueil par un membre de la famille ou un tiers de confiance qui était dans la loi Taquet. Le rapport de notre collègue sénateur Beaune disait que depuis 2010, on baisse, on a de moins en moins d'accueil dans les membres de la famille ou un tiers de confiance, alors que dans certains pays, parfois, c'est 60-70%. Ça, c'est un véritable enjeu face justement à la baisse. Et puis la scolarité protégée, parce qu'il y a aussi une question d'éducation. Ces enfants ont besoin de dispositifs, ça avait été annoncé. Et il y a quand même des choses à regarder de ce côté-là, et de la scolarité protégée qui a été annoncée par Mme Borne. Madame la ministre, on vous garde 2 jours pour tout répondre à tout. Alors la parole maintenant à Chantal Dessène. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais être très rapide parce qu'un certain nombre de sujets ont été évoqués. Je voulais revenir sur l'offre de mode de garde de la petite enfance, parce qu'en fait, on constate une pénurie d'offres, au point que certaines mères de famille renoncent à reprendre un emploi. Donc, bien sûr, vous l'avez dit, il y a l'attractivité des métiers, mais il y a aussi quelle politique d'offres on met en place et quel financement, parce que le reste à charge reste relativement élevé pour les familles. Ma deuxième question est une question de prévention. J'ai commis il y a environ 18 mois un rapport sur le surpoids et l'obésité, et l'on sait que quand le repérage et le diagnostic est précoce, la prise en charge est meilleure. Donc, que comptez-vous mettre en place? Et puis, j'avais une question, je ne vais pas vous la poser parce que c'était sur la remise à plat des allocations familiales, mais comme elle a été très bien posée par notre collègue Wallenberg, l'ai-je bien prononcé? Voilà, à peu près. Merci. Et Madame Marie-Do Schliman, et ensuite je vous donne la parole. Il y aura la dernière tournée de questions.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, bienvenue. Et nous espérons travailler positivement avec vous et avancer sur tous ces sujets. Vous avez un périmètre important qui va nous permettre de prendre en charge le continuum de la prise en charge de l'enfant, et c'est quelque chose de très intéressant. Alors je voudrais vous interroger sur la refonte du congé parental d'éducation dans ce congé de naissance qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attentes aussi de la part des responsables politiques qui sont très préoccupés par la chute de la natalité, mais aussi de la part de beaucoup de parents qui veulent passer un temps de qualité auprès de leurs enfants, leurs jeunes enfants. Alors, le président de la République avait parlé d'une durée de 6 mois. J'ai cru comprendre en lisant une de vos récentes interviews que la période n'était pas véritablement fixée. Voilà. Mais quelle que soit cette période, j'ai quelques questions très concrètes à vous poser. Alors, savoir si cette durée, quelle qu'elle soit, 6 mois ou plus, sera pour chacun des parents, le père et la mère, ou si ça sera une durée cumulée, partagée. Savoir aussi, en cas de situation de famille monoparentale, est-ce que le papa ou la maman pourra bénéficier des 2 périodes en raison de la spécificité de sa situation. Pardon. Le père ou la mère. Enfin, savoir si l'un des parents ne souhaite pas prendre la totalité de ce congé, s'il y a une possibilité de mutualiser avec l'autre parent. Et enfin, vous êtes élu local et vous savez les difficultés très concrètes liées à la prise en charge et au continuum de prise en charge. En particulier, les attributions de places en crèche se font pour un cycle souvent de 3 ans. Et lorsque vous loupez la première année, c'est très difficile de s'intégrer dans le dispositif, voire quasi impossible au niveau des structures de petite enfance. Vous avez évoqué la difficulté du foncier pour le logement, notamment pour les assistantes maternelles, qui représentent une vraie difficulté aussi à gérer. Bref, vous êtes au carrefour de tout un tas de sujets qui doivent vous permettre d'agir efficacement pour pouvoir mener une vraie politique globale. Donc nous avons envie de vous entendre sur la façon d'agir à ce sujet. Madame la ministre, je vous donne la parole. Vu le nombre de questions, je peux comprendre que vous, sur un sujet, vous soyez plus généraliste et non pas rentrer dans le détail. Voilà. Hein, voilà. Oui. Vu que, si vous me permettez, je vais faire une réponse globale par thème, ce qui permettra d'éviter de revenir. Et il y a encore ensuite 4 prises de parole. Hein. Corinne, avec plaisir. Je vois que le sujet du congé de naissance revient. Effectivement, Madame Rossignol m'avait dit que tout ce que j'ai dit avait déjà été dit, mais enfin, c'est bien en le rappelant quand même. Oui, bon, c'est bien de le rappeler, puisque aujourd'hui, pour être totalement transparente, messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices, les décisions définitives, elles ne sont pas prises. Moi, je ne vais pas vous dire quelque chose qui n'est pas totalement abouti. Il y a encore des discussions avec des associations familiales. Dans les différentes discussions, on a dit que c'était en parallèle du service public de la petite enfance. Donc aujourd'hui, typiquement, la question de la situation de la famille monoparentale, pour moi, c'est un sujet de priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de vous dire exactement comment ça peut ? Non, c'est un peu tôt. Et évidemment, Monsieur le Président, sur ce sujet qui est absolument structurant du congé de naissance, je pense que, en tout cas, je serai à votre disposition pour rentrer dans un détail très clair, voire travailler sur les propositions, sur les hypothèses, dans le détail, que ce soit la durée, que ce soit la question du partage entre les parents aussi, parce que c'est important. La question du libre choix, elle est essentielle, parce que la prépare n'est pas exactement le même modèle que le congé de naissance. Le congé de naissance, il est porté par les IJ, donc du coup, il sert une partie du salaire, ce qui permettra aussi à une partie de la classe moyenne en particulier de pouvoir bénéficier d'un congé effectivement de qualité, parce que ce temps affectif, il est précieux. Sa durée exacte n'est pas encore tout à fait stabilisée. Et c'est la question qui se pose, encore aujourd'hui. Mais évidemment, avant de prendre des décisions qui auront vocation, bien sûr, à apporter une réponse nouvelle et un progrès dans notre pays pour permettre aux parents d'être aux côtés de leurs enfants quand ils le souhaitent, et sans se dire, eh bien, la prépare ne me permet pas, parce que c'est forfaitaire, de pouvoir répondre à mes besoins, enfin, aux charges financières fixes qu'on a à la maison, eh bien, je ne le prendrai pas parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est exactement à ça qu'on souhaite répondre. Mais ça n'a de sens que si, effectivement, on a développé les modes de garde. Parce que la réalité, c'est que la question des modes de garde et les modes d'accueil, c'est une conditionnalité.
Et elle est réelle, enfin je veux dire, et sur cette conditionnalité des modes de garde, parce que ça a été un des deuxièmes sujets. Aujourd'hui, il y a effectivement dans les attributions de places en crèche en particulier un calendrier. Il se trouve que même en fonction de la naissance du bébé, je ne veux pas donner un exemple très personnel. Moi, ma fille est née le 28 décembre, les commissions étaient toutes passées. Donc de fait, il y a une réalité qui fait qui ne s'adapte pas à la vie, à la vie maternelle de l'arrivée de l'enfant. Donc comment on fait? Il y a aussi un sujet, sans vouloir jeter aucun doute sur les caractéristiques de transparence d'attribution. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser légitimement pour les parents parce qu'ils se posent des questions pour comprendre. Comment aussi on accompagne les fratries sur des modes de garde en collectif. Et encore une fois, tout ça avec le développement du plan accueil individuel, parce que moi, mon engagement, c'est de permettre le développement de tous les modes de garde possibles en réduisant le coût et l'écart entre les deux. Aujourd'hui, c'est un réel frein. L'écart entre les deux est un frein pour une partie, une partie des familles. En tout cas, sur le congé de naissance, le constat, il est partagé. Je pense que les rapports, effectivement, nous amènent à aller développée, puisque la prépare ne fonctionne plus, ne fonctionne pas suffisamment. Elle répond à une partie de notre population, c'est vrai. Elle continuera à apporter cette réponse pour celles qui le souhaitent, mais élargissons. Et aujourd'hui, les discussions sont encore en cours et la construction est encore en cours. A été posée la question de mon rôle, peut-être sur la question plan infertilité. Ce n'est pas exclusivement un sujet, Madame la sénatrice, médical. Aujourd'hui, c'est encore un tabou dans notre société. Ça touche un couple sur 4. Et dans le fond, comment on lève ce tabou? Comment on peut en parler peut-être même en étant plus jeune? C'est pas facile pour tout le monde. Comment finalement on accompagne cette difficulté-là? Il y a un rapport qui a été remis, je pense évidemment au rapport Aman-Berliou. Plus spécifiquement, il y a aujourd'hui des conséquences sur la santé qui viennent alors de la santé évidemment environnementale, de l'âge de plus en plus tardif aussi de l'arrivée du premier enfant. Enfin, il y a aussi un enjeu d'information. L'idée d'un bilan par exemple de fertilité à 25 ans, c'est pas une injonction. C'est juste un moment la possibilité de se dire quelle est la situation de mon corps, comment je peux y répondre. Bien sûr, mais oui, mais je pense que c'est pas anodin. Il y a évidemment un accompagnement qui est spécifique et qui sera avec le ministre de la Santé et qui sont de réponses médicales. Et il y a une réponse qui doit être l'accompagnement sociétal et qui permettra, j'espère, en tout cas à toutes les femmes qui le souhaitent, d'avoir des informations et un accompagnement. Et surtout, ne plus à se dire qu'on est toute seule, parce que quand parfois c'est diagnostiqué ou c'est plus difficile, ça touche tous les âges. Et je crois que ça sera aussi une grande avancée dans notre pays que de pouvoir en parler, ce qui lèvera aussi d'autres sujets, je pense, mais qui ont eu des avancées pour le coup. Je pense évidemment aux fausses couches, malheureusement, qui peuvent aussi toucher des familles. A été posée également la question sur Madame la sénatrice de Seine sur les restes à charge, mais j'ai pu en répondre parce qu'il faut vraiment faire converger. Ce reste à charge aujourd'hui, il est tellement important que malheureusement on retarde parfois le retour aussi sur le retour au travail, alors que c'est pas un choix, et on voit des conséquences, tout à l'heure je le disais, sur les écarts de salaire quand il y a une maternité. Alors on a les écarts hommes-femmes de base, mais en plus on voit une aggravation à la première maternité en particulier, et en fonction au moment où ça arrive dans sa vie, on peut avoir ces inégalités qui durent dans le temps. Et si on est très concret, c'est le coût économique. C'est la question du reste à charge et de l'offre. L'offre, il y aura un certain nombre de mesures. Je pense que vous avez pu peut-être prendre connaissance de la revalorisation dans le cadre de la branche ELISFA des salariés de la petite enfance. En tout cas, c'est une première marche. Moi, ma volonté, c'est d'aller chercher tous les salariés de la petite enfance, que ce soit en mode individuel ou en mode collectif. Il reste simplement le vote du conseil d'administration de la CNAF qui devra confirmer pour pouvoir déployer, mais c'est une vraie avancée. Ça fait partie de la question de l'attractivité de ces métiers. Mais vous avez également parlé de la question du surpoids et de la prévention. Là, pour le coup, ce ministère, il est, je dirais, idéal. Il est outillé. Il est outillé pour permettre la prévention à l'école,
mais également que cette prévention à l'école trouve la suite pendant, évidemment, le périscolaire et l'extrascolaire, dans le cadre de la politique de soutien à la parentalité également, mais surtout, il faut des professionnels. Et en fait, le sujet, il est là. C'est comment on y accède, quand on est dans un territoire rural, comment on y accède quand on n'a pas de base d'informations, de données, de professionnels disponibles. Et c'est bien cette prévention, avec en plus les questions de sédentarité qui se posent. Mais enfin, pour le coup, j'ai pris connaissance de votre rapport, Madame la sénatrice, et je crois qu'il sera un des éléments structurants dans le plan à venir. Il n'est pas écrit, le plan, mais c'est une priorité qui m'a été donnée parce que ça touche aujourd'hui très largement les enfants. A été également posée la question de assez globale de la santé en particulier et de la protection de l'enfance. Effectivement, il y a la mise en place de conseils départementaux de la protection de l'enfance, Madame la sénatrice, qui sont expérimentés dans 10 départements, exactement de mémoire. Et je vais réunir évidemment tous les départements pour faire un premier bilan, en tout cas expérimentaux, pour voir comment on peut les renforcer. Ils sont renforcés humainement par des personnes, c'est des hommes et des femmes qui font l'exercice. Et ça me permet aussi de rebondir sur une interpellation de Madame la sénatrice. Vous me dites qu'il ne faut pas parler qu'au président Sauvadet. Madame la sénatrice, je parle évidemment au président de l'ADEF, c'est évident. Mais enfin, je travaille avec l'ensemble des présidents de département. Il y a 103, Madame la sénatrice, je suis une élue locale. Il y a 103 politiques, puisqu'il y a 103 départements avec des réalités différentes, quelles que soient les couleurs politiques. J'étais en Meurthe-et-Moselle, demain je suis dans le Maine-et-Loire, je connais évidemment mon département, j'irai dans des départements ruraux. Et j'espère, même si je ne peux pas prendre cet engagement, parce que matériellement, je ne sais pas si ça sera possible, mais pouvoir me déplacer et voir les difficultés, mais aussi les opportunités de chaque territoire. Et c'était pour moi une évidence. Que je n'allais pas ne pas travailler évidemment avec les hommes et les femmes qui accompagnent nos enfants au quotidien. Très bien. La parole à Corinne Imbert, s'il vous plaît. C'est plus facile à prononcer, Imbert. Vous allez me créer des problèmes avec le sénateur. Pardon, Monsieur le Président, pardon de vous taquiner. Merci, Madame la Ministre. Mes questions vont concerner également la protection de l'enfant. Je suis élue départementale et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et vous l'avez dit vous-même, la protection de l'enfance traverse une crise, oui. Et pas n'importe quelle crise. C'est une politique difficile à évaluer. Parce qu'elle s'évalue sur le temps long, bien évidemment, et que 25 à 30% des enfants qui sont confiés présentent des troubles du comportement, et pour un grand nombre d'entre eux ont un dossier à la maison départementale des personnes handicapées, donc nécessitent un accompagnement très professionnel. Je voudrais vous interroger sur votre vision des foyers de l'enfance. Quelle est votre vision? Alors bien sûr, on connaît le rôle d'accueil d'urgence de ces foyers. Ils sont aussi confrontés à... Alors vous allez me répondre à l'attractivité des métiers, mais ça ne suffit pas. Voilà, le problème du recrutement des éducateurs. Vous n'avez pas répondu à la question posée par Madame Rossignol sur vous avez parlé d'accompagnement des départements, oui. Du soutien des conseils auprès des conseils départementaux. Quel accompagnement, quel soutien auprès des conseils départementaux allez-vous apporter, s'il vous plaît? Et puis, que pensez-vous, puisque je parlais des éducateurs, d'un phénomène dont j'ai entendu parler très récemment, d'éducateurs spécialisés, en tout cas d'éducateurs professionnels de la protection de l'enfance, plutôt de très bons professionnels, qui se mettent en auto-entrepreneurs et qui proposent leurs prestations auprès d'associations qui gèrent par exemple des mecs, etc. Donc c'est un coût pour ces associations plus important. Voilà. Mais d'un autre côté, quel est l'intérêt de l'enfant qui se trouve à changer régulièrement d'accompagnateur? Voilà. Vous voyez, c'est très court. Merci, Madame Gruny. Monsieur le Président, c'est facile aussi à dire. Madame la Ministre, vous avez un ministère qui doit être important pour tous vos collègues du gouvernement. Les enfants, c'est l'avenir de la France, c'est notre avenir. Donc c'est vrai que votre collègue avait parlé d'un ministère plein exercice. Je veux dire, ça concerne tout le monde et je crois que peu en ont conscience. Voilà. Donc on vous soutient absolument dans ce que vous allez faire. Alors pour aller rapidement... Moi, les crèches, j'étais rapporteure sur ce plein emploi, on a promis beaucoup de choses, mais j'étais déjà rapporteure sur le texte pour une société de confiance, dit ESSOC, en 2018. Là, on avait demandé
d'avoir recours à une ordonnance. Donc c'était 18 mois. Je crois au bout des 18 mois, ben, on n'avait rien fait. On a donc redemandé une ordonnance, mais on n'a toujours pas fait grand-chose. Et puis là, donc, nous avons eu l'an dernier donc, ce texte. Donc moi, vraiment des attentes, beaucoup de promesses. Alors je me dis... J'espère qu'avec vous, Madame la Ministre, on va avoir tout de suite un effet. Parce que c'est un vrai sujet, tout le monde en a parlé ici, la garde d'enfants, de vraies difficultés, de penser aussi, parce que bon, il y a des aides, etc., mais les classes moyennes, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que ça coûte vraiment très cher. Moi, j'ai une fille, elle me dit, je ne peux pas mettre mon enfant en crèche parce que c'est 1 600 € par mois, je ne peux pas me permettre 1 600 € par mois. Voilà. Et puis là, elle a un sujet, et c'est vrai, on n'en parle jamais, mais ça nounou, là. Elle vient de se faire opérer. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de solution. Donc, la solution, c'est sur les grands-parents. Je ne vous raconte pas comment moi je peux faire. Mais si je... À la limite, au Parlement européen, ils amenaient les bébés. J'avais une collègue. Je vais avoir fini. Je vais avoir terminé. C'est pas une question, enfin si, ma question c'est la garde d'enfants. Et puis les crèches. La parentalité aussi, votre prédécesseur, elle avait commencé un travail là-dessus. On a vraiment d'énormes attentes, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui sont désemparés. Et les enfants qui n'ont pas reçu éducation, ben après, parfois, on les retrouve finalement dans de la délinquance. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Enfin, dernière chose, là, vous avez les départements des Hauts-de-France, donc le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne et l'Oise, qui vous ont écrit le 5 mars. Vous demandez de venir les voir, justement, sur l'aide sociale à l'enfance. Nous, c'est en train de rattraper le RSA qui était déjà très élevé. Nous, on fait partie des 10 départements les plus pauvres. Je ne sais pas comment on fait. Donc, j'espère que vous y prêterez une attention forte. Et ma dernière question, c'est un petit clin d'œil. Si donc vous avez trouvé une solution pour les bébés qui ne dorment pas la nuit, voilà, je suis preneuse. Très bien. Nadia Sollogoub. Alors il a du mérite parce que Sollogoub, c'est pas facile. Bon, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, une question qu'on n'a pas encore abordée. Alors moi je suis élue dans la Nièvre, un territoire très rural, où les élus sont parfaitement conscients que le fait d'offrir des possibilités, des structures de garde d'enfants de qualité, c'est un facteur d'attractivité, c'est un levier important pour faire venir des familles, parce qu'évidemment, notre but, c'est d'attirer de nouveaux habitants. Donc les élus jouent le jeu, travaillent très bien à faire des crèches qualitatives, mais il se pose un problème, c'est l'articulation entre l'éducation nationale et la CAF au moment de l'élaboration de la carte scolaire. Je vous donne un exemple très concret. La commune de Saint-Paris-le-Châtel a une crèche qui fonctionne très bien, qui est pleine. Donc il y a 6 ou 7 enfants qui sont en préscolarisation à l'école, sauf qu'ils ont de la place, c'est pour ça qu'ils ont pris les petits, mais s'ils ont de la place, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. Et l'éducation nationale compte les gamins, et les enfants de 2 ans et demi ne sont pas comptés dans les effectifs. Donc, comme ils sont hors effectifs, eh bien, l'éducation nationale dit bon, vous êtes en dessous du seuil, crac, on ferme une classe. Alors du coup, comme on ferme une classe, les petits, on les prend plus. Puis comme la crèche, elle est pleine, alors je sais bien qu'il ne faut pas mélanger l'école et une structure de garde, mais concrètement, les familles font comment? Et le maire qui dit, mais moi j'ai payé une super crèche et puis j'ai 7 gamins qui vont partir dans la commune d'à côté, quand c'est pas le département d'à côté. Donc voilà, et là en effet, la CAF dit qu'il faudrait vraiment une meilleure articulation. Alors soit les préscolarisés, ils sont comptés dans les effectifs de l'école, soit en tout cas ils se causent. Mais on ne laisse pas les familles dans un vide comme ça avec des enfants qu'on ne sait pas où mettre. Merci pour cette expérience. Alors, pour terminer, la parole à Cathy Apourceau-Poly. Ah, merci, Monsieur le Président. Et il vous restera 10 minutes pour répondre, c'est ça? Voilà, je vais être rapide. Tout d'abord, Madame la Ministre, merci à vous, finalement, pour les propos que vous nous avez tenus. Moi, je dois dire que je n'ai rien à dire sur les propos que vous avez tenus, puisque je les partage. Merci. Alors ça, c'est mon côté sympathique, mais c'est pas fini. Ah non, merde. Donc ça, c'est mon côté... Non, mais c'est pas vrai. Je ne mords pas. Donc,
Finalement, je partage complètement, y compris le fait que vous faisiez remarquer qu'il y a 80% des Français qui sont attachés donc à leur famille, et dont c'est la première préoccupation. Et Madame Grunil disait fort bien, évidemment, l'enfant, c'est pour nous un sujet qui doit être partagé par l'ensemble des membres du gouvernement, mais également par l'ensemble des Français et des Françaises, parce que finalement, un homme disait la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je dirais l'enfant est aussi l'avenir de l'homme et de la femme et des parents en règle générale. Voilà, et de la famille. Donc, moi, j'ai de nombreuses préoccupations, j'aurai de nombreuses questions à vous poser, mais je ne vais pas le faire dans l'immédiat parce que finalement, il nous reste 10 minutes, j'ai compris ce que le président me disait. Donc, sur le congé parental, sur le manque de professionnels dans les CMP, qui est un vrai problème. Moi, j'ai rencontré dernièrement le nouveau directeur de la police de mon département. Il disait qu'il y avait dans les commissariats du Pas-de-Calais 2500 dossiers qui n'étaient pas toujours traités, donc de violences familiales, et à peu près de 1000 dossiers concernant donc ce que moi je dis nos petits, victimes donc ou de violences ou d'autres choses. Donc il essaye de rattraper et de regarder comme il peut, mais je pense que c'est un vrai sujet quand il y a un problème où il y a violence. Alors c'est pas directement, mais ça fait aussi partie, je pense, de vos préoccupations, qu'il y a violence familiale ou violence ou autre envers un enfant. Ça doit être une des préoccupations premières dans nos commissariats de police, parce que je pense que c'est important. Alors moi, mon côté maintenant un peu moins sympathique, je pense qu'il faut parler de moyens un peu. De moyens pas seulement financiers, même si je pense que les moyens financiers sont importants, mais je pense aussi qu'il nous faut parler de la reconnaissance des métiers. Par exemple, lorsque l'on parle des assistants familiaux, moi je suis d'un département, le Pas-de-Calais, où il y a pratiquement 7000 enfants placés. C'est beaucoup. On ne trouve plus d'assistants familiaux dans mon département, à tel point qu'on met des affiches dans les villes, un peu partout, pour recruter des assistants, des assistantes donc familiales et des assistants donc familiaux. Donc il y a quand même cette reconnaissance des métiers. Je pense que c'est un métier qui n'est pas assez aujourd'hui valorisé. Je rappelle quand même que dans les départements, souvent, on a du personnel qui est fonctionnaire et que seuls les assistants familiaux ne sont pas fonctionnaires. Ils sont des salariés, parfois, voilà. Pas parfois, ils sont des salariés qui ne sont pas... donc ils ne se considèrent pas comme les autres salariés. Ils se considèrent toujours un peu à part et à côté dans les départements du personnel. Donc je pense qu'il faut travailler à la revalorisation des métiers. Je pense qu'il faut travailler à la reconnaissance des métiers. C'est important. Puis j'en arrête là parce que je vois le président qui regarde l'heure sans cesse et ça m'agace. Alors du coup, je préfère arrêter. Mais j'aurai plein de questions à vous poser. J'espère qu'on se rencontrera au moins dans mon département, puisque Mme Grunier a fait un appel pour nous. Et je l'en remercie. Merci, Madame la sénatrice, pour votre écoute particulière. Madame la ministre. Monsieur le Président, si vous voulez que je reste plus longtemps, je me tiens à la disposition de la Commission, bien sûr, autant que de besoin, et peut-être même sur des thèmes plus spécifiques qu'on pourra rentrer dans le détail. On va vous réinviter. Je vois bien qu'il y a tellement de questions. Non, mais ça, mais vu le nombre de questions, les attentes et quelque part la variété de vos domaines d'intervention, nous vous réinviterons rapidement et voilà. Eh ben, à disposition. Monsieur le Président, plusieurs sujets ont été posés. Madame la sénatrice, je vais commencer par l'invitation. Effectivement, puisque ça a été particulièrement partagé, c'est en cours d'organisation. J'ai bien reçu effectivement le courrier et je crois que c'est incessamment sous peu, j'ai pas en tête la date, mais je crois qu'elle est en train d'être trouvée. Votre plaidoyer, parce que c'est comme ça que je le reçois pour les assistants familiaux, je le partage. Aujourd'hui, on a un vrai besoin, alors je pense d'assouplir
parce que pour permettre à plus de monde de pouvoir le faire, s'il le souhaite, bien sûr, en l'accompagnant, mais aussi poser cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle a commencé un peu, si on veut, je pense, dans la loi Taquet, quand on avait travaillé sur le statut. C'est une première étape. C'était une première étape qui permettait de poser, je crois, voilà, le rôle essentiel des assistants familiaux. Il y avait une reconnaissance financière, mais enfin, c'était aussi au minimum de garantir, je crois, le SMIC dès le premier enfant, parce que c'était en deçà. Et franchement, voilà, ça mettait des situations financières qui ne permettaient pas ni une pérennité, ni finalement d'attractivité. L'attractivité, c'est évidemment pas que la question financière, mais enfin, il faut y répondre quand même. Et ensuite, il y a la question eh bien, de la place dans les équipes aussi pédagogiques, très largement autour de l'enfant et donc des professionnels. C'est comment on les intègre. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de sujets sur la relation avec les PMI. Comment parfois on accompagne avec plus de fluidité, comment chacun fait confiance à l'autre et se soutient. Il y a des énormes sujets à développer et ça sera pour le coup, Madame la sénatrice, voilà, un des travaux que je mènerai, un des enjeux, un des chantiers que je vais mener. Il y a aussi il y a la question du répit même pour les assistants familiaux qui se pose pas. Si vous me permettez, madame, le week-end ressources. Je propose qu'on continue sur les... Madame la sénatrice, pour le coup, je veux vérifier parce que je ne sais pas comme ça de tête. Eh ben, je vais regarder et si le décret n'est pas sorti, je m'engage à vous donner un retour rapide sur le calendrier. Mais pour le coup, je vérifie. Il y avait la question de la coordination CAF Éducation nationale. Là, pour le coup, ça touche... tous nos territoires. Moi, j'ai un territoire qui va de Nantes jusqu'à quasiment aux portes d'Ancenis et de Châteaubriand, et donc avec des communes qui voient leur classe aussi évoluer en fonction du nombre de personnes. Je crois que les comités départementaux de service à la personne, ça peut être un des lieux qui vont permettre une discussion, puisque le DAZEN, il est de droit dans le comité départemental, et c'est la CAF qui en gère quand même la présidence. Enfin, s'ils ne sont pas capables de se coordonner, c'est quand même dommage, mais je vois bien l'alerte, et donc les projets de fermeture de classe qui sont plutôt discutés en janvier doivent aller jusqu'au printemps. Mais enfin, les comités départementaux des services aux familles, enfin si, il y a quand même tout le monde, mais je vois bien que ça ne tourne pas rond compte tenu de votre alerte et de votre témoignage. Sur les foyers départementaux de l'enfance, parce que ça a été évoqué, moi je crois c'est des dispositifs clés. Ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce qu'ils sont en... Non, bien sûr. Mais fondamentalement, je pense qu'ils permettent, en complément, bien sûr, des MEX, d'apporter des réponses à des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Alors, effectivement, c'est des profils plus complexes qui ont besoin d'un accompagnement peut-être un brin différent. Mais c'est des vraies opportunités sur nos territoires. Et donc, la question qui se pose, en tout cas à mes yeux, c'est comment on peut en accompagner plus. Demain, d'ailleurs, je vais en visiter un dans le Maine-et-Loire avec la présidente d'Aban. Parce que c'est aussi comme ça qu'on réussira à avoir plusieurs typologies de structures sans poser de hiérarchie, mais plutôt créer de l'attractivité, parce qu'il y a des profils d'éducateurs qui souhaitent et qui sont prêts à accompagner des enfants avec des situations de double, triple vulnérabilité, et d'autres qui le sont moins. En début de carrière, en milieu de carrière, des moments où on a besoin aussi d'être dans des structures peut-être plus apaisées. Et donc, je vais en visiter une dès demain. Vous avez aussi alerté sur les ruptures de parcours avec le changement d'éducateur quand le statut est auto-entrepreneur et donc du coup il devient prestataire de service. C'est quand même pas l'idéal pour les enfants, hein. Enfin, devenons très clair. Ouais, et puis c'est quand même dommage parce que la question de la fidélisation et du travail socio-éducatif qui se fait, du coup, je me pose la question, en tout cas je la partage avec vous, sur le suivi, la question du partage d'informations, et même pour le jeune qui accompagne lui-même. Donc c'est par contre un des sujets qui a été évoqué dans les groupes de travail avec les départements. Juste pour ne pas être trop longue, mais il y a, je crois, 7 sujets qui ont été identifiés en priorité, sur lesquels les présidents de département ou leurs vice-présidents en charge se réuniront avec évidemment les services de l'État: l'attractivité des métiers et la fidélisation des professionnels.
ça en fait partie. La question des mesures de prévention et d'alternatives au placement. Là, ça vient aussi poser la question du tiers de confiance et pourquoi on ne s'appuie pas suffisamment aussi sur les familles et l'entourage des enfants. Ce point-là. La sécurisation de la qualité des placements en renforçant les parcours sans rupture. C'est quand même, ça met à mal, pour le coup, des années de travail. L'accès aux droits des enfants de l'ASE. Ah oui, Madame la sénatrice, elle avait posé la question sur le pécule. Ça me revient pendant sur le pécule. Effectivement, les propos qui avaient été tenus à l'époque par ma collègue avaient créé de la discussion. Je peux dire ça comme ça. Oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne touche pas au pécule. Pour le dire un peu clair. Par contre, il y a un sujet de non-accès au pécule avec la question, par exemple, des comptes bancaires de jeunes de l'ASE qui n'ont pas de compte bancaire et donc du coup, il n'y a pas de versement. Et ils ne sont pas au courant. Voilà, j'allais y arriver. Et il y en a qui ne sont pas au courant. Et donc, se poser la question que ce soit un des points essentiels, vous savez, dans le parcours d'autonomie aux 17 ans, pour qu'ils soient au courant et qu'on s'assure qu'ils aient aussi un compte bancaire pour le versement. Enfin, c'est quand même absolument essentiel. Et je pense qu'on ne va pas demander à un jeune de 18 ans de saisir le médiateur pour avoir un compte. On va être honnête. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Donc la question, c'est comment ils partent aussi avec outillés, avec certainement, en connaissant leurs droits et ce pécule, sa présence, mais aussi un compte bancaire qui leur permet de pouvoir en bénéficier. En tout cas, c'est un point qui est très clair. Se pose aussi la question des mineurs non accompagnés, puisque on a aussi une réalité aujourd'hui qui touche la protection de l'enfance, le renforcement de la gouvernance et les jeunes majeurs, leur accompagnement aussi, entre évidemment le 18-21 ans. Et puis, parce que ça me revient avec le pécule, la question du projet d'autonomie. Parce que ça va dedans. Je crois, Monsieur le Président... Je commence à être sur une organisation brin. Je vois bien que vous avez besoin de moi, Madame la Ministre. Non, voilà. Je crois que j'ai répondu à l'ensemble. Ah si, Monsieur le Président, en conclusion, puisque c'était... En conclusion, voilà. Une conclusion. Pardon ? Ah oui, le soutien à la parentalité. Mais pour le coup, je pourrais revenir plus spécifiquement, ça mérite. Je reviendrai. Avec plaisir. Mais il y avait une question qui me paraissait importante. Est-ce que j'ai trouvé le moyen de faire des nuits ? Non, Madame la sénatrice. Ma fille se réveille tous les 3h30 en ce moment. Mais j'ai la chance, parce que sinon je ne pourrais pas être devant vous. La réalité est là, d'avoir fait appel à ma maman, qui du coup est là, mais qui du coup utilise ses congés pour permettre aussi d'être devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Mais comme quoi, la solidarité familiale, quand on a la chance de la voir, elle est précieuse. Bien, nous n'allons pas partir Madame Muller-Bronn sur un autre débat, s'il vous plaît. Je vais donc clôturer cette audition. En tout cas, merci Madame la Ministre. Vous avez vu que les sujets sont nombreux, les sujets sont variés. Avec toute l'énergie que nous connaissons, vous avez essayé de répondre. Mais il y a encore plein de questions qui attendent des réponses. Et on comprend que le temps alloué ne permet pas d'intervenir sur un domaine aussi varié. Donc, je me suis tourné vers le responsable de la commission. Je pense qu'on va vous réinviter. Je vous rappelle que nous allons avoir un rapport de la Cour des comptes en juin notamment sur l'accueil du jeune enfant qui va être présenté. Donc je crois que ce sera peut-être l'occasion justement de revenir sur ces sujets-là. Voilà. Et puis s'il y a des travaux sur des thématiques, bien sûr. Le sénateur, je les prends, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.